Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci de vous être levés tôt pour venir nous écouter, pour parler des soins non programmés et du système d'accès aux soins. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Anne Criquet-Ayotte, je suis médecin généraliste et je suis présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Alors, j'ai quelques petits conflits d'intérêts que je vous cite. Donc, je suis donc présidente de l'URML Martinique et je suis aussi présidente de la CPTS Madinina. Et on a la particularité en Martinique d'avoir une seule CPTS qui regroupe tous les libéraux, puisqu'elle a été créée en inter-URPS. Donc, tous les libéraux, médecins, infirmiers, chirurgiens dentistes, orthophonistes, orthoptistes, kinés, biologistes, font partie de la CPTS Madinina, ce qui permet d'avoir une bonne cohésion entre tous les libéraux et d'avoir une réponse avec un monde libéral soudé. Je suis membre du CSI et je suis trésorière adjointe du syndicat FMF. Alors, on m'a demandé, Thierry m'a demandé de vous parler du SAS. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le SAS, le système d'accès aux soins, c'est déjà un point d'entrée unique. Et je rejoins les commentaires qui avaient été dits entre le 15, le 116, 117, mais il a été créé avec un mode d'entrée unique, avec un seul numéro. Donc c'est un décroché avec deux niveaux, avec une catégorisation immédiate, soit c'est une détresse vitale, et avec une régulation médicale en back-office, régulée par un urgentiste, donc ce qu'on appelle l'AMU, l'aide médicale d'urgence, ou alors deuxième niveau après le décroché d'orientation, vers un généraliste en fonction de l'appel. Donc un seul numéro, décroché urgent, ça va vers les AMU, décroché non urgent, l'Arménin envoie du côté de la médecine générale. L'idée, au départ, telle qu'a été faite dans la mission Braun, c'était orienter les patients dans le système de santé qui soit adapté à son réel besoin. Donc, il fallait avoir un décroché en 30 secondes, éviter l'embolisation des urgences pour des soins qui soient non appropriés et proposer des créneaux de consultation auprès des médecins généralistes ou alors d'autres professionnels de santé du territoire pour répondre aux besoins de soins non programmés, les SNP courants. Donc, vous voyez bien l'articulation avec une scission en disant on appelle avec un point et ensuite on sait un urgent AMU, non urgent, on va du côté de la médecine libérale. Ça, c'était l'idée dans la création. Donc, ça a été une mesure gouvernementale de la mission Flash avec une phase expérimentale depuis novembre 2022 dans 22 sites pilotes et 13 régions. Alors, bien sûr, quand on décline un système comme ça s'adapte dans les territoires parce qu'on part pas d'une feuille vierge. Il y a l'organisation. Tout à l'heure, vous avez vu les expériences de la salle. Moi, je régule depuis 25 ans. Monsieur avait dit, moi, ça fait 25 ans que je fais de la régulation. Notre jeune consoeur de Gironde, oui, mais moi, je suis au sein du CRA et c'est bien d'être au sein du CRA. Donc, les modes, Alice nous a expliqué que c'était aussi diversifié dans sa région. Donc, quand ça s'est créé, ça a été basé sur l'existant et l'existant s'est adapté avec les spécificités de chaque territoire. Ce qui a permis de développer avec un développement adapté à chaque région et en s'appuyant sur les acteurs de terrain, sur les acteurs locaux. Donc cette agilité a permis un développement adapté à la région en se basant sur l'existant et en essayant de moduler, donc avec bien sûr une hétérogénéité des fonctionnements. Et le décret a été le décret donc, du 14 juin 2024 a fixé les modalités d'organisation et de fonctionnement des SAS pour essayer justement d'avoir une harmonisation et un socle vraiment commun. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous avez le petit schéma. Donc, le patient appelle le 15, ce que je vous expliquais, le décroché unique, et avec une orientation. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ARM N1. Donc, l'assistant LARM, c'est quoi? C'est l'assistant à la régulation médicale de niveau 1. Donc, elle décroche le 15. Et là, dans la mission Flash, c'était avoir un décroché en 30 secondes, justement pour éviter les pertes de chance quand c'était très urgent. Donc, si c'est très urgent, on passe côté SAMU, vous voyez, au-dessus, avec, là, on rebalance sur le médecin régulateur AMU,
Et ensuite, sur une arme N2, donc ce qu'on appelle de niveau 2, qui, elle, va déclencher les secours. Soit elle déclenche le SMUR, soit elle déclenche les pompiers, soit elle déclenche un véhicule pour amener à l'hôpital. Donc, elle va décider du mode de fonctionnement avec les effecteurs qui vont être mis à disposition, les moyens de transport ou l'effecteur médical avec un SMUR ou alors une équipe avec une infirmière pour apporter les soins aux patients. Deuxième option, ce n'est pas de l'urgence, ce sont des soins non programmés. Et là, on envoie sur ce qu'on appelle maintenant, c'est pas une arme, on appelle un opérateur de saisie de soins non programmés. Et là, on envoie ensuite sur le médecin régulateur libéral. Et là, donc chez nous, on utilise un outil qui s'appelle Entracte quand on a besoin de coordination entre tous les professionnels de santé. Alors, qu'est-ce que fait, puisque là on n'est pas pour parler du SAMU, on est là pour parler de ce qu'on fait en médecine en régulation libérale. Donc le médecin régulateur libéral, soit première option, il apporte un conseil médical. Et là c'est vraiment notre cœur de métier, donc ça a été redit tout à l'heure, c'était Alice qui le disait, en disant c'est vraiment notre cœur de métier de médecin généraliste parce que on fait très souvent de la régulation dans nos cabinets, on le fait pour nos patients. La grande différence là, c'est qu'on est téléphone avec des patients qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un exercice un peu plus périlleux, un peu plus difficile que quand vous avez tous le non-verbal, il vous est pas du tout accessible dans ce genre de consultation parce que c'est un soin médical. Donc, quand vous faites pour avoir un conseil médical, il faut bien poser son interrogatoire, d'où la nécessité d'une formation efficace. Deuxième cas, ça nécessite une consultation médicale. Donc là, on va proposer un rendez-vous avec un effecteur. Toujours la priorité au médecin traitant. Le SAS n'est pas là pour squeezer le médecin traitant. Donc, quand on a besoin d'un rendez-vous, on a besoin d'une consultation, on oriente en premier vers le médecin traitant. Et on peut, des fois, c'est pour le médecin traitant, mais par exemple, on a aussi beaucoup d'appels où on recherche une infirmière. J'ai besoin d'un pansement, j'ai besoin d'une injection, j'ai besoin d'une perfusion à domicile, et je ne sais pas, je ne connais pas mon territoire, je ne sais pas quel est le personnel soignant disponible. Donc là, on peut déclencher aussi d'autres professionnels que les médecins. Troisièmement, ça nécessite, le médecin régulateur sent que ça va pas, que c'est dangereux de le laisser comme ça, et on l'oriente vers l'hôpital, ou alors si c'est vraiment très très urgent, ça a été une erreur d'orientation de l'Arménin, et on va rebasculer sur le médecin régulateur AMU. Donc le médecin régulateur libéral, vous voyez, fait vraiment le tri et répond à la demande du patient. Comment ça se passe de façon pratique ? Il faut des logiciels parce que vous voyez que c'est un exercice un petit peu périlleux. À l'heure de la judiciarisation de la médecine, il faut avoir des garde-fous. Donc bien sûr, il faut des logiciels de téléphonie adaptés, il faut un enregistrement et il faut une délocalisation. Donc il y a des logiciels qui sont de régulation AMU, donc de l'aide médicale d'urgence, c'est ce qu'on appelle le SAMU, bien évidemment, c'est un changement de paradigme parce que lui, il avait des logiciels de SAMU qui étaient faits vraiment pour la régulation SAMU. Mais ils sont pas du tout très, très mal adaptés à la régulation libérale. Donc, il y a des logiciels de régulation libérale qui sont beaucoup plus adaptés à la régulation libérale. Et bien sûr, la condition, il faut que ces logiciels soient interopérables. Et bien sûr, il faut qu'ils soient dans des hébergeurs de santé, des HDS. Quand on oriente vers un effecteur, quand on cherche un effecteur, on ne peut pas avoir un médecin régulateur qui ne connaît pas le territoire. On voit arriver, c'est très souvent, moi je suis médecin à titre personnel, je suis médecin régulateur depuis 25 ans aussi. Donc c'est un système que je connais bien. J'ai été à la création du Centre 15 en Martinique. Et quand on oriente vers un effecteur, il faut faut connaître votre territoire pour savoir qui est en capacité de prendre et déjà connaître la géographie, l'historique de votre territoire. Et on voit très bien, quand on est au SAMU, qu'on voit en régulation, les régulateurs hospitaliers, il y a un turnover, enfin tout au moins chez nous, très important, avec des gens qui ne connaissent pas le territoire et qui envoient très vite.
ils n'interrogent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas cette notion que nous, en médecine générale, on peut avoir. Donc, quand on oriente vers l'effecteur, on peut orienter par plusieurs systèmes. Il y a le système, bien sûr, de la plateforme numérique qui est très très peu utilisé, parce que mettre ses rendez-vous sur une plateforme et que le régulateur aille sur cette plateforme pour chercher, en général, chez nous, ce qui marche bien, c'est d'avoir un autre outil, et on a d'autres outils qui sont à nos dispositions, qui sont d'ailleurs agréés par le décret, où vous pouvez avoir une interconnexion avec les effecteurs du terrain qui vous disent « Ok, je peux, je prends pas », ou ce qui évite d'avoir des plages que vous mettez en disponibilité sur cette plateforme qui sont pas prises. Et là, il y a d'autres systèmes beaucoup plus agiles, adaptés à notre façon, nous, médecins libéraux, de travailler. Quand vous êtes dans votre cabinet et que le soir, votre cabinet est plein, vous n'allez pas vous mettre disponible. Et que s'il y a un trou, vous allez dire « Ok, je peux prendre, je peux le caser entre deux », et vous allez pouvoir avoir une réactivité beaucoup plus importante. Il est évident, et c'est nécessaire, d'avoir une traçabilité réelle de l'infection. Il ne suffit pas de dire « Ok, vous y allez », et puis on ne sait pas si le patient a été voir l'effecteur, a été pris en charge, parce qu'il en va de notre responsabilité. Et il faut une évaluation par chaque partie. Donc il faut que le libéral puisse évaluer ces données, puisse être maître de ces données, savoir comment on travaille, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, et pareil de l'autre côté de l'évaluation de l'AMU. Alors les horaires du SAS. Les horaires du SAS, ils sont faits pour être en dehors des horaires de la permanence de soins. Donc c'est en semaine de 8h à 20h, le samedi de 8h à 12h, et les dimanches et jours fériés, il n'y a pas de SAS. Pourquoi? Parce que là, c'est la permanence de soins. Donc le SAS, ce sont quand nos cabinets sont ouverts aux heures normales, et le reste, ça dépend de la permanence de soins. Comment ça fonctionne et quel est le financement? Donc le médecin régulateur, au niveau du SAS, il est rémunéré 100 € de l'heure. Dans les DROM, la vie est plus chère et le coût est plus cher, donc on est à 120 €. Le paiement se fait directement, comme pour les astreintes de permanence de soins, se fait directement par la caisse primaire d'assurance maladie au médecin libéral, donc ça rentre dans les honoraires conventionnels, après validation des tableaux par l'organisme en charge du SAS. Chez nous, par exemple, c'est la CPTS qui valide les tableaux de garde et qui renvoie ensuite à l'RS, qui renvoie à la CGSS pour validation, et le médecin est rémunéré après validation des 3 organismes. Il y a la possibilité d'avoir une régulation délocalisée. Et ça, c'est très, très important pour éviter ces phénomènes de compérage qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des chasses gardées, qu'il faut appeler vraiment... Voilà, faut mettre les mots sur les mots. Il y a des organisations, il y a des systèmes d'associations de régulateurs, et quand vous voulez rentrer, vous ne pouvez pas. Parce que chacun se garde sa petite chasse gardée. Donc, le système d'avoir une régulation localisée au sein du CRA implique de facto que quand vous habitez pas loin du CRA, c'est beaucoup plus facile pour vous de venir que quand vous habitez à 100 ou 150 km, que quand vous êtes à Belfort et que la régulation est à Besançon, vous avez 100 km pour y aller, donc ça prend du temps que quand vous habitez à Besançon centre-ville. Donc la possibilité de régulation délocalisée permet à tout à chacun de pouvoir réguler, soit depuis son cabinet, soit depuis son domicile, bien sûr, avec des garde-fous, avec une régulation enregistrée, tracée, et avec les nécessités qui doivent être. Alors, point de vue assurantiel, vous comprenez bien que c'est un exercice à haut risque, puisque vous ne connaissez pas le patient, vous avez des éléments qu'on vous retrace, avec des éléments, tout le non-verbal, vous ne le voyez pas. Donc l'assurance est faite, quand vous régulez, que vous soyez en délocalisé ou pas, c'est une assurance qui relève du CHU, donc de l'organisme du CRA, donc en général le CRA il est dans un centre hospitalier, donc ça relève de la responsabilité administrative. Et là c'est une notion que nos collègues hospitaliers ont très peu.
auquel on est confronté en tant que médecin libéral, parce que notre assurance, nous, on a une RCP, on a l'habitude de faire attention, et on sait que si on a un problème, on appelle son assurance. Quand vous êtes à l'hôpital, peut-être les jeunes ne le savent pas, mais quand on est à l'hôpital, on relève de la responsabilité administrative, et c'est le directeur de l'hôpital qui endosse cette responsabilité, et non pas le médecin en nom propre. Donc là, c'est quand même deux choses différentes. Anne ? Pour l'effecteur, oui, c'est très vite. Pour l'effecteur, comment ça fonctionne? Quand on déclenche un effecteur, il majore avec 15 € de SNP. Et là, comme c'est des patients qui ne sont pas dans sa patientèle, le maximum est de 20 SNP par semaine. Quand c'est un patient qui est votre médecin traitant, la cotation, c'est MRT, c'est le même montant. Et là, avec la nouvelle convention, il y a une petite majoration qui s'appelle SHE. Pour avoir une acceptation, quand vous acceptez avec la régulation du SAS, entre 19h et 21h, vous avez une majoration de 5 €. Donc ça vous fait la régulation plus 15, plus 5, plus 20, donc le G plus 20. Et là, l'effecteur, il n'est pas du tout pris en charge par la responsabilité administrative, c'est sa responsabilité propre qui est engagée. Donc, quand il s'engage à prendre une consultation, à prendre un patient, c'est ses RCP qui jouent. Donc, la conclusion, c'est un vrai changement de paradigme, parce que le 15 devient un élément du système d'accès aux soins, mais c'est un sous-élément. Comme je vous expliquais, le système d'accès aux soins, ça devrait être système d'accès aux soins, bonjour, quelle est votre urgence? C'est urgent, on va vers le 15, c'est non urgent, on va vers la partie libérale. Et là, eh ben, c'est un changement de paradigme pour les urgentistes qui estiment toujours qu'ils sont eux en premier, et le médecin généraliste, ben, il est en deuxième. Donc, il faut faire concorder les visions du monde hospitalier et du monde libéral pour une meilleure prise en charge du patient dans sa territorialité. Et il faut s'appuyer sur l'appui et la reconnaissance du monde libéral. Les freins, bien sûr qu'il y a des freins. C'est la résistance au changement. Juste 30 secondes. Oui, c'est une méconnaissance du monde du fonctionnement libéral parce que l'hôpital ne connaît pas le monde libéral. Or, nous, médecins libéraux, on est tous passés à l'hôpital dans notre cursus, mais l'inverse est très rare. La temporalité de la prise en charge, les 48 heures, quand vous êtes au SAMU, c'est tout de suite. Donc, la temporalité est totalement différente quand vous avez l'habitude de réguler en AMU ou que vous avez été médecin régulateur en PDSA, parce que dans les SNP, on n'est pas dans la même temporalité. On a 48 heures pour agir. Le gros problème aussi à la population, parce qu'on a ouvert une boîte de Pandore en disant « vous avez mal à la tête, appelez le 15 ». Eh ben, tout le monde appelle le 15 et maintenant la population, elle veut du tout de suite. Quand elle appelle, il faut tout de suite y aller, il faut être là, immédiat. L'absence de paiement, quand le patient appelle le 15, il ne paye pas, il n'est pas du tout concerné, il ne se sent pas responsabilisé, donc il estime que tout lui est dû. Et la non-reconnaissance des soins non programmés qui sont effectués, Alice l'a dit, au quotidien dans nos cabinets, on le fait au quotidien sans avoir besoin d'appeler par le SAS. Et ça, c'est une grosse prise en charge, c'est une grosse activité aussi des cabinets. Donc maintenant, il faut convaincre les médecins effecteurs, les médecins régulateurs de venir dans ce système. Et ça, vous pouvez pas vous appuyer. Vous pouvez faire tous les systèmes de la Terre. Si vous n'avez pas d'effecteurs sur le terrain qui vont prendre alors qu'on est maillé partout, il faut vraiment un enrôlement des libéraux. Et là, frein majeur aussi, il est financier, c'est qu'il n'y a pas de défiscalisation du dispositif. Anne, et merci. Merci beaucoup. Je suis désolé de te couper un peu, mais tu sais, le schéma est un peu contraint. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Parce qu'on a répondu, je pense, à la question de la délocalisation, que ça pouvait se faire en toute sécurité avec les enregistrements et qui permet surtout à des médecins d'intervenir dans les SAS alors qu'ils habitent assez loin. C'est le cas, effectivement, comme tu l'as dit, entre Belfort et Besançon. Oui, alors merci beaucoup Anne pour ta présentation qui a adressé... Juste Guylaine, si tu veux juste te présenter. Oui, alors Guylaine Kiffer, je suis vice-présidente de l'URPS Médecins Libéraux dans le Grand Est et en pleine construction de finalisation, je dirais, de notre SAS 67, un peu sur le modèle martiniquais. Et c'était le sens de ma question. Je reste un peu sur ma faim, Anne, malgré cette magnifique présentation, puisque tu ne nous as pas donné toutes les spécificités de ton SAS en Martinique. Et ça, je trouve que c'est
une expérience et un témoignage absolument fondamental que tu devrais nous donner pas de problème. Et nous préciser sur ton organisation propre qui est, de mon point de vue, extrêmement libérale et très bien. Je suis désolé, mais on est vraiment contraint par le temps. Je réponds en réponse courte pour qu'on puisse aussi faire les autres. Oui, je réponds en 2 minutes. On m'avait demandé de faire une présentation générale. Donc la présentation générale, nous en Martinique, on a une spécificité. On est parti du CRA parce que justement les armes étaient toujours, nos OSNP étaient sous l'influence des armes, sous l'influence du SAMI qui leur dit il faut faire ci, il faut faire ça. Ça n'allait plus. Donc on est parti. Les OSNP sont financés et sont payés par la CPTS. Et là, on a délocalisé. Au sein de la CPTS, on a fait une salle de régulation avec des OSNP qui sont embauchés par la CPTS. On a mis en place un système de régulation délocalisé et ce qui fait que on arrive à vraiment une parité. C'est pas sans mal, avec des OSNP, alors on a un logiciel libéral, des OSNP qui sont payés par les libéraux, enfin par la CPTS, et un système de régulation délocalisé qui a pu être mis en place, et on a eu un beau soutien de l'ARS, parce que l'ARS nous a aidés dans cette construction. Donc l'ARS a permis un financement pour avoir des OSNP qui soient payés par la CPTS. Ça a été retiré des MIC du SAMU. Donc vous imaginez que ça n'a pas été sans... Voilà, ça a été un petit peu musclé, mais on y est arrivé et maintenant ça se passe. Voilà, donc c'était pour répondre à la question, on m'avait demandé de faire général. Donc merci de ta question, ce qui me permet de donner le résultat que quand on veut avoir les libéraux en main du libéral, on peut le faire. Et être autonome. Merci. Merci Guylaine. Merci. Très rapidement, Christophe Ruiz, je suis médecin généraliste dans le sud de l'Indre. Ma question s'adresse finalement à tout le monde. N'avons-vous pas... Alors merci Madame Criquet-Aillot pour votre présentation. Ma question, ça serait, n'avons-nous pas déjà changé de paradigme en termes de soins non programmés? Je m'explique. J'exerce dans un territoire de 27 000 habitants. Rapidement, par contre, je suis désolé. Très rapidement. Avec un SAS. Le premier, on a été l'Indre et le 37 dans les premières expériences de SAS à se mettre en place, avec une délocalisation, avec une garde mobile. Bref, sur mon territoire, il n'y a que 110 patients sans médecin traitant, 27 000 habitants. Or, cette année, se sont installées de façon sauvage trois infirmières venues de nulle part, on ne les connaissait pas, dans une commune de 400 habitants, subventionnées par la Caisse, et ça serait bien qu'il y ait des acteurs... Des infirmières? Oui, et avec des mallettes de téléconsultation pour des visites téléassistées de professionnels de santé. Et vous savez bien qu'il y a d'autres acteurs tels que Ramsay, enfin des gens pour qui le soin non programmé en France est une véritable cash machine. Et elles ont été subventionnées par la Caisse, elles ont été subventionnées par le département, alors que tout était organisé et tout fonctionne jamais parfaitement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, médecins libéraux, Alors, déjà, je pense qu'il y a quelque chose de très important, effectivement. Nous, on a parlé des soins non programmés organisés par les libéraux. Oui. Il y a peut-être aussi d'autres structures. Oui. Et la Caisse en est une, et puis les financiers peut-être aussi d'autres, qui interviennent aussi sur ce champ-là. Et nous, effectivement, on essaie d'organiser au niveau libéral, mais on n'a pas tellement de moyens d'empêcher la Caisse de financer. Alors, il y a un système que vous pouvez faire, c'est demander avec le CODAMUPS. Le CODAMUPS, c'est l'organisme quand même juridique qui nécessite et qui règle ce système-là. Donc, vous devriez peut-être demander aussi avec vos unions, remonter avec vos instances. C'est déjà fait. Alors, juste le CODAMUPS, c'est la permanence de soins. Oui, mais la permanence de soins, là, les infirmières qui font un système tous les jours avec, vous ne savez pas si les médecins sont du terrain. Ouais. On pourra peut-être en parler à part. Oui, parce que je vois que... Ouais. Deux questions derrière, mais des questions rapides et des réponses vraiment en presque une phrase, si vous voulez bien, parce qu'on a déjà fini l'horaire. Alors, du coup, moi, je suis docteur secret républicaine, je suis médecin généraliste à Rouen, je suis vice-présidente de la fédération des CPTS. Nous, on a monté un SAS, on se retrouve, pareil, on a complètement indépendamment du SAMU au niveau du fonctionnement de l'association, et on ne peut pas participer en tant qu'effecteur dans le SAS sans que nous, on valide en fait la possibilité d'être effecteur pour le SAS. Et on se retrouve avec, ça rejoint un peu la question d'avant, avec des centres de soins non programmés qui vont un peu pulluler dans la région, avec des pratiques qui sont parfois un peu
border au niveau du contexte financier, qui nous demandent de pouvoir intégrer des créneaux SAS que nous, on devrait mettre. Et du coup, on est en difficulté. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit, finalement, de refuser qui propose des créneaux de soins non programmés? Mais en même temps, ça pose le problème qu'on est qui pour dire c'est des centres de soins non programmés qui font bien ou pas, même si faire revenir tous les matins quelqu'un pour un ECG, je pense que à un moment donné, au niveau économique, on n'est plus dans le soin vraiment de qualité. Et donc, on se posait cette question-là, nous, au niveau du CA. Bah oui, mais comment on fait? En fait, est-ce qu'on peut ou pas refuser que des structures puissent mettre à disposition des créneaux SAS? Ils ne peuvent pas le faire sur la plateforme parce que nous, on utilise un autre outil et donc on est obligé de valider. Mais c'est une question qui divise un peu au sein de l'association et voilà. Moi, je veux bien répondre avec une casquette... Très court, je suis désolé. Très court, avec une casquette autre que celle que j'ai ici, puisque je suis aussi vice-présidente de CPTS, élue RPS en région Centre. Et donc, je suis sur 2 équipes projet SAS, puisque notre CPTS est sur 2 départements. Je pense que la question, c'est un peu la charte éthique ou le règlement intérieur du SAS. Ça peut être une réponse. De dire, voilà, dans notre SAS, notre mode de fonctionnement, nos valeurs, ce qu'on promet en termes d'organisation des soins, c'est ça. Ça peut être une tentative de... Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de limitation. Tout médecin et même tout professionnel de santé peut intervenir dans le cadre du SAS. Ce qui pose plein de questions, je suis d'accord avec toi. Où vous pouvez avoir un biais, c'est de dire priorité aux médecins traitants, puisque eux sont par définition pas médecins traitants. Mais ça, c'est déjà fait. Mais après, nous, dans le système, quand on enrôle avec le système Entracte, on qualifie le temps et la moitié du temps imparti est dédié au médecin traitant. Donc, si le médecin, c'est priorité. Si on dit le médecin traitant a 12 heures pour répondre, personne ne peut répondre avant le médecin traitant. Donc, ça serait un moyen de désamorcer ces systèmes avec les dents un petit peu longues. Dernière question, toute dernière. Là aussi, s'il vous plaît, rapidement et réponse rapide. Je vais essayer de faire rapide. Bon, je suis docteur Marchand, je suis à Marseille, je suis médecin généraliste et aussi présidente de CPTS et régulateur libéral depuis plus de 6 ans maintenant. Oui. On a un système qui me paraît un peu différent à Marseille par rapport à ce que vous avez décrit à la régulation. Et j'ai 2-3 questions. Est-ce que vous parlez d'un décroché 30 secondes? C'est la mission Braun. C'était dans la mission Flash. Parce que là, on est très loin des 30 secondes. Et depuis l'apparition du SAS qui passe par le même numéro, puisque c'est le 15, on explose le score. Donc ma question, c'est quand vous parlez des infirmières, des besoins d'infirmières, etc., est-ce qu'on ne prend pas un peu trop les patients par la main? Et est-ce que si c'est vraiment que pour ces questionnements-là, il ne pourrait pas y avoir 2 numéros d'accès? Parce qu'en fait, là, on surcharge le 15 d'appel... un peu de complaisance, moi j'appelle ça, au milieu des urgences qu'on régulait déjà avant quand même, parce qu'on ne fait pas que de la régulation-orientation. Et la deuxième petite question, parce qu'il faut être rapide, c'est vous dites que vous, les OSNP, sont avant vous dans la régulation. Nous, en fait, les OSNP ne sont missionnés qu'une fois qu'ils sont passés par la médecine libérale, c'est-à-dire si on prend la décision d'OSNP pour le SAS, et quand on prend une décision d'ambulance, d'hospitalisation, etc., on repasse par les armes de l'AMU et on n'a absolument pas de possibilité, dans ce cas-là, de délocaliser notre régulation, quoi. C'est un choix que vous avez fait au système de la régulation. Alors, pour répondre, le décroché en 30 secondes, c'était dans la mission Braun, c'était le système de la mise en place, c'était pour justement avoir un décroché rapide. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent sur ces SAS et le SAMU a permis d'embaucher beaucoup d'armes pour avoir justement un décroché en 30 secondes. Je partage à titre personnel totalement votre avis. Plus on met ce système, plus les gens embolisent le SAS, plus les gens embolisent l'appel. Et il aurait fallu, comme l'avait dit notre confrère, un système avec le 15 pour les urgences et un 116-117 pour les soins différés. La deuxième chose, c'est dans votre organisation interne. Nous, on a essayé de mettre ça justement pour ne pas être en vassal du SAMU. Parce que le système de dire nous, l'Arménin décroche, ok, elle balance après pour ce qui est dans soins non programmés du côté SAS libéral.
Donc, eux, ils les appelaient Armen 2. Donc, maintenant, nous, on a pris des OSNP. L'OSNP, elle demande quel est le médecin traitant, elle regarde la géolocalisation, parce qu'après, on va décrocher en géolocalisation. Ce que je vous ai pas dit dans le système, soit le médecin traitant a répondu, s'il n'a pas répondu, on déclenche en géolocalisation le besoin. Donc là, d'avoir ce garde-fou avant, où on a tous les éléments, j'allais dire, administratifs, le médecin, quand il régule, si on déclenche une ambulance, si on déclenche un vecteur, on garde la main. Parce qu'autrement, vous redonnez tout aux AMU. Vous redonnez tout à la partie AMU. Donc après, votre évaluation, vous ne pouvez pas l'avoir jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'on peut même continuer cette discussion. Oui, bien sûr. Il y a juste qui voulait dire un mot. C'est l'organisation interne. Et je suis désolé, il est l'heure, on est obligé de finir là-dessus. Il y a la visite des derniers stands aujourd'hui à faire aussi pour nos partenaires. Je voudrais juste compléter sur la réponse à la dernière question, parce que quand même, on a un esprit critique général sur le dispositif. Il faut remettre dans le contexte aussi, en tant que partenaire d'une quinzaine de SAMU en France par le Centre de régulation, et pour avoir dans l'Essonne connu depuis 35 ans un SAS qui ne s'appelait pas SAS, puisqu'on a une régulation libérale depuis 35 ans dans l'Essonne, la vraie difficulté qu'on a dans tous nos SAMU, c'est l'accès à la ligne directe quand on a besoin vraiment de joindre un régulateur. Et la seule chose qu'on pourrait sortir comme étant un point positif du SAS, la conception du SAS, c'est justement se décrocher à 30 secondes. Tout le reste derrière, on en subit les conséquences collatérales et on essaye de nous embarquer dans un problème qui ne sera jamais gérable parce que c'est un puits sans fond. Par contre, le fait qu'on puisse accéder au décroché en 30 secondes, c'est un vrai gros atout pour la sécurité de tout le monde. Alors c'est un atout et un défi. Merci à tous d'avoir été présents ce matin, ce samedi matin. Merci aux orateurs et bonne fin de congrès.